Le modèle constructiviste ou socio-constructiviste fonctionne sur une idée de construction des savoirs à travers l'action, l'expression des représentations et le conflit cognitif ou socio-cognitif. Le modèle allostérique de l'apprendre, au sein des théories du changement conceptuel, part de l'idée de dissonance cognitive, idée qui vient de Piaget, de changement de paradigme, idée qui vient de Kuhn, et de la transformation des conceptions par déconstruction, reconstruction, idée qui vient de Jourdan. Le précurseur est Gaston Bachelard à travers la formation de l'esprit scientifique, où en 1938, il parle de détruire les conceptions des apprenants. Pour en savoir plus, je vous conseille la thèse de Richard Emmanuel Istès que vous pouvez trouver sur le web. Le modèle allostérique de l'apprendre. D'où vient cette idée d'allostérie? André Jourdan, d'abord docteur en biologie avant de devenir docteur en sciences de l'éducation, s'est inspiré des protéines allostériques pour décrire les conceptions. Une protéine allostérique a la propriété de devenir à peu près n'importe quoi dans le corps en fonction des informations qu'elle va recevoir de son environnement et qui vont lui donner une forme spécifique. Notre cerveau fonctionne un peu à l'identique. En fonction de l'environnement dans lequel nous évoluons, nous allons développer certains de nos potentiels, mais pas tous. Nous quittons la métaphore de la protéine pour prendre celle de l'iceberg. Nous imaginons que l'enfant qui construit ses conceptions, dès sa naissance, soit comme cet iceberg. Il est entouré de multiples environnements qui vont lui apporter des informations différentes en fonction de sa situation spatiale et temporelle, mais également économique, idéologique, politique et bien sûr familiale et affective. Tous ces environnements vont permettre à l'individu de donner un certain sens au monde qui l'entoure. Caricaturons. S'il évolue dans un milieu très religieux, il aura comme conception un monde créé par un Dieu, alors que s'il est issu d'un milieu agnostique, il aura plutôt la vision d'un monde soumis à la théorie de l'évolution. Un enfant de parents travaillant dans l'industrie chimique n'aura certainement pas la même appréhension, les mêmes connaissances, les mêmes valeurs et les mêmes croyances qu'un autre issu d'une famille d'agriculteurs en biodynamie. Mais tout cela, nous, en tant qu'enseignants, nous n'en savons pas grand-chose, car ce que l'enfant va nous donner à voir, ce n'est qu'une infime partie de tout cela, à travers ses modes de raisonnement, ses attitudes, ses connaissances, ses gestes, bref, l'expression de ses conceptions. Et ces conceptions, si profondément ancrées en lui, vont jouer le rôle de grille d'analyse pour toute nouvelle information qui lui sera donnée. Reprenons. Apprendre, c'est passer d'une conception initiale à une conception plus opératoire. La nouvelle information, apportée par un problème, un cours, une explication, une démonstration, un jeu, une vidéo, etc., va passer à travers cette conception initiale comme à travers une grille d'analyse. Le problème, c'est que bien souvent, cette grille d'analyse va faire que la solution sera adaptée à la conception. Ou alors, si cette réponse est trop loin de la conception, eh bien, il y aura tout simplement un rejet de la nouvelle information ou de la nouvelle démarche. Ou encore, la conception va permettre une interprétation de cette nouvelle information ou une déformation de cette dernière. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas un véritable apprentissage. Pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait une transformation de cette conception initiale. Alors bien sûr, elle peut se faire sans intervention. Cette transformation de la conception sans intervention ne peut se faire que si l'on est vraiment dans la zone proximale de développement développée par Vygotsky. La plupart du temps, il faudra que la transformation se fasse par déconstruction, reconstruction à travers une intervention didactique. Une déconstruction, reconstruction des structures de pensée préexistantes
sous l'influence de l'environnement de l'apprenant, environnement qui va être proposé par les interventions didactiques pensées par l'enseignant. Pour permettre la déconstruction, il est important que l'apprenant prenne conscience des limites de son raisonnement ou de ses connaissances, afin qu'il éprouve l'envie de savoir pourquoi ce qu'il pensait ne fonctionne pas ou découvrir ce qui lui manque pour résoudre tel ou tel problème. Comme nous le verrons plus tard, l'environnement didactique qui lui sera offert est essentiel pour parvenir à ce résultat et la dimension affective en est l'un des piliers centraux. Ce n'est que dans ce cas de transformation de la conception initiale pour arriver à une conception plus opératoire, qui va être à son tour une nouvelle grille d'analyse, qu'il y aura une solution trouvée en fonction de la nouvelle conception, un stockage durable de l'information ou de la démarche, et une véritable compréhension de ce qui aura été enseigné. Il y aura donc un véritable apprentissage. Pour terminer, les pédagogies allostériques sont multiples, car c'est avant tout une manière d'aborder l'élève et les savoirs, une posture enseignante plutôt qu'une méthodologie. Mais elles passent toutes par le repérage des conceptions et leur analyse en tant qu'outil et ou obstacle et la mise à disposition d'un environnement didactique diversifié et favorable à l'apprendre. Les pédagogies allostériques sont excellentes pour situer et comprendre les difficultés et les erreurs des élèves, proposer des moyens adaptés pour dépasser ces dernières, favoriser le développement de savoirs adaptables, favoriser l'autonomie de l'apprendre, parce qu'on va passer par l'apprendre à apprendre, la métacognition, et permettre les apprentissages complexes nécessitant une réflexion. Elles sont limitées par la nécessité de proposer un environnement didactique varié et la nécessité que l'enseignant devienne un préparateur et un accompagnateur dans l'acte d'apprendre, mais pas un transmetteur. Comprenons-nous bien, il n'y a pas de pratique pédagogique meilleure qu'une autre. Elles sont complémentaires et doivent être utilisées à bon escient, c'est-à-dire en fonction des objectifs d'apprentissage que nous avons pour chacun de nos élèves. Les connaître, prendre conscience de ce que ces modèles apportent et de leurs limites, permet de les utiliser pour différencier son enseignement et pour proposer la meilleure pratique en fonction non seulement de chacun, mais des connaissances ou des compétences que nous voulons voir se développer chez nos élèves.